Dans ce tutoriel, nous abordons notre troisième thème, la mesure de l'activité économique, croissance et développement. L'activité économique concerne à la fois la production marchande et non marchande. La production de biens est toujours marchande. Seule la production de services peut être non marchande si le prix du moins couvre moins de 50% du coût de production. Il s'agit alors de services gratuits ou quasi gratuits fournis par les APU, tels que l'enseignement, la police, la défense, les hôpitaux. Pour le cas de la France, le PIB marchand représente 78% du PIB total et le PIB non marchand 22%. La production non marchande concerne des besoins non satisfaits par le marché, comme l'éclairage public, ou bien répond à une mission d'intérêt général, comme la fourniture de l'énergie, ou encore permet une solidarité collective quand on pense au secteur de la santé. On parle alors de production de biens collectifs impliquant deux conditions: la non-rivalité des consommateurs, ce qui signifie que la consommation par un agent n'a pas d'effet sur la quantité disponible pour les autres, et l'impossibilité d'exclusion des consommateurs qui ne souhaitent pas payer le prix. Un grand nombre de questions concernent la production non marchande. Quelle production non marchande proposer dans une économie au XXIe siècle? Quel arbitrage, compte tenu des coûts, volume, qualité? Ceci concerne l'hôpital par exemple, les dessertes ferroviaires. À quel niveau fixer le prix, sachant qu'un prix trop élevé risque d'exclure l'usager, qu'un prix trop bas butera sur le problème de son financement? Quel mode de régulation mettre en place? Tout ceci pour éviter des comportements notamment de passagers clandestins. La richesse créée dans une économie est mesurée par des agrégats, le plus connu d'entre eux étant le PIB, le produit intérieur brut, qui date de 1934. Pour comparer plusieurs économies entre elles, il est nécessaire de faire quelques corrections. Tout d'abord d'exprimer le PIB par habitant, puis de l'exprimer dans une même unité monétaire, de l'exprimer également en valeur constante, c'est-à-dire hors inflation, et éventuellement en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat. Pour ce faire, et ça pourrait paraître paradoxal, on se sert d'un produit international, le Big Mac, puisqu'en réalité il s'agit d'un produit qui nécessite les mêmes matières premières, le même temps de fabrication dans toutes les économies. On s'aperçoit ainsi qu'on peut s'offrir le produit avec 15 minutes de travail à Paris, avec 20 minutes à Moscou, ou seulement 9 minutes au Japon. Le PIB de la France pour l'année 2016 est de 2200 milliards d'euros, plus 1,1 signifie que par rapport à 2015, il a augmenté, on est donc en croissance. A l'inverse, moins 2,9 signifie que le PIB de l'année 2009 a été inférieur à celui de l'année 2008 de presque 3%. Il s'agit donc d'une récession. Deuxième agrégat, mais nettement moins important, nettement moins utilisé aujourd'hui, le PNB, le produit national brut. Pour passer du PIB au PNB, il faut à la fois ajouter les revenus des facteurs de production en provenance de l'étranger et soustraire les revenus qui sont reversés à l'étranger. Les facteurs de production en question étant le travail et le capital, le revenu du travail est notamment le salaire, les revenus du capital pouvant être des intérêts, des dividendes, des loyers par exemple. En regardant le PIB total en 2016, les États-Unis apparaissent comme la première puissance économique du monde, devant la Chine et le Japon. Les pays de couleur bleue sont en réalité les pays souvent nommés BRICS, comme Brésil, Russie, Inde, Chine, avec lesquels on rajoute souvent le Mexique et l'Afrique du Sud. La France apparaît ici au 6e rang. En exprimant cette fois le PIB par habitant, c'est le Luxembourg qui apparaît en première position. Et on entre ainsi dans un premier paradoxe de l'indicateur. Prenons par exemple l'exemple du Qatar en 4e position. Bien sûr, rien ne prouve que tous les Qataris aient bien 73 725 $ chacun. Donc le PIB ne traduit pas la répartition en fait des revenus et de la richesse dans une économie. PIB, PNB sont des indicateurs internationaux utilisés par toutes les économies. On peut cependant les critiquer, mettre en avant leur pertinence. Ainsi par exemple, tout embouteillage crée du PIB parce qu'il y aura plus bien sûr de consommation de carburant ou des risques d'accident. Le PIB présente plusieurs limites.
Première limite, il sous-évalue la production non marchande qui ne reste évaluée qu'au coût des facteurs de production. On peut penser aux services publics, aux travaux domestiques, à la sécurité, à la santé par exemple. L'économie souterraine est très mal évaluée, elle représente pour le cas de la France environ 8% du PIB. Et puis le PIB ne prend pas en compte les externalités négatives. Une externalité est une conséquence d'une activité de production, notamment ici la pollution. En clair, ce n'est pas parce que chaque année toute économie fait un peu plus de PIB que forcément chacun est plus heureux dans le pays. Le PIB et le PNB sont des indicateurs très mathématiques, quantitatifs, qui permettent de mesurer la croissance. C'est pourquoi à partir des années 90, de nouveaux indicateurs sont apparus, notamment l'IDH, l'indice de développement humain ou encore l'indicateur de développement humain, et l'IPH, l'indice de pauvreté humaine. Il s'agit en fait de la même liste, soit lue à partir du haut du tableau, soit à partir du bas du tableau. Dans l'IDH, de nouvelles variables sont prises en compte, notamment l'espérance de vie, le niveau d'éducation ou encore le revenu. Cette fois, les indicateurs permettent, puisqu'ils sont davantage qualitatifs, de mesurer le développement de l'économie. Le classement est bien sûr différent selon les indicateurs. Concernant l'IPH, les pays les moins bien classés sont donc le Niger, le Congo, le Mozambique ou le Tchad en 2014. D'autres indicateurs alternatifs existent, notamment l'indice de bonheur intérieur brut du Bhoutan, l'indice du Better Life Index qui prend en compte la cohésion sociale dans l'économie. En 2014, la France est située au 20e rang sur le critère de l'IDH. Dans cette diapositive, l'objectif est de bien faire le lien entre la valeur ajoutée et la croissance économique. Ainsi, à l'échelle de l'entreprise mobilise deux facteurs de production, du travail et du capital, et permet de dégager une richesse qui s'appelle la valeur ajoutée. Lorsqu'on en fait la somme, on bascule à l'échelle du pays entier, et la somme des valeurs ajoutées prend le nom du PIB. Pour le cas de la France, en 2016, nous sommes à 2200 milliards d'euros. Lorsque cette fois on en fait la variation de 2 PIB nous donne la croissance économique si la variation est positive, ou alors la récession en cas de variation négative. Croissance pour l'année 2016, 1,1% en France. Terminons ce dossier par les liens entre croissance et développement. Quelques questions. Est-ce la croissance économique qui mène au développement du pays ? Ou bien est-ce le développement qui permet la croissance économique du pays? Doit-on considérer que les limites de la croissance ont déjà été dépassées? Faut-il même opter pour la décroissance? Quelques éléments pour nous aider à comprendre. Lorsqu'on observe l'évolution de la consommation mondiale d'énergie ramenée ici en termes d'équivalent pétrole, on s'aperçoit qu'après la Seconde Guerre mondiale, le rythme moyen est 3 fois supérieur à ce qu'on connaissait donc au siècle précédent. Les premières réflexions datent donc de 1972 au travers du rapport Meadows publié par le Club de Rome sous le titre Halte à la croissance. Le rapport Brundtland de 1987 nous questionne sur la planète que nous allons laisser aux générations futures. Cette prise en compte se traduit en 1992 par le premier sommet de la Terre à Rio qui officialise la notion de développement durable. Puis l'agenda 21 qui traduit donc l'ensemble des mesures qui vont être prises au cours du XXIe siècle, notamment le protocole de Kyoto, avec les limites que l'on connaît puisque tous les pays ne l'ont pas ratifié, notamment les plus gros pollueurs. Enfin, la COP 21 signifie la 21e conférence sur le climat, elle s'est tenue à Paris en 2015. L'orientation croissance soutenable, développement durable, nous amène à repenser notre modèle de croissance, à raisonner sans doute davantage slow-made en tant que consommateur, à nous engager dans des modèles davantage fonctionnels en privilégiant l'usage plutôt que la possession, notamment des biens. La mesure de l'impact des activités humaines sur l'environnement peut se mesurer par deux indicateurs, l'émission de gaz à effet de serre et l'empreinte écologique. Nous observons ici que Chine et États-Unis sont les deux
plus gros pays pollueurs de la planète. Par contre, l'analyse par habitant met en avant donc la place très importante des États-Unis, mais l'observation aussi sur 20 ans de la multiplication par 3 de la place de la Chine. Un recul à prendre cependant, nos économies occidentales sont très nettement désindustrialisées, nos besoins sont couverts par une production faite en Asie, donc quelque part il y a eu transfert de pollution depuis nos économies vers la Chine. Dernier indicateur, l'empreinte écologique, qui cette fois-ci se mesure en nombre d'hectares par habitant nécessaires pour assurer un certain train de vie. On observe que le niveau de vie d'un Américain nécessite plus de 9 hectares par habitant, celui d'un Français 5 hectares et celui d'un Kényan 1 hectare. A noter que si tout le monde voulait vivre comme un Français, 2 planètes et demie seraient nécessaires. Sur cette dernière diapositive, vous retrouvez les auteurs et les concepts qui ont pu être évoqués dans ce sujet. Enfin, les sources à disposition qui peuvent être à la fois le blog avec et les cours d'économie et des QCM en ligne sur tous les thèmes, ainsi que 2 chaînes YouTube, une chaîne plutôt pour des tutoriels de gestion et l'autre pour des tutoriels d'économie. Bon courage et bon apprentissage.